Démocratie socialiste à la chinoise, j'ai choisi comme sous-titre, hein, une parole de Gaulle qui disait, commentant, sa décision en 1964 de d'établir des relations diplomatiques avec la Chine. De Gaulle parlait, en ce qui concerne la Chine et sa décision de renouer avec la Chine ou de nouer avec la Chine des relations, le poids de l'évidence et de la raison. Alors, avant de parler du modèle socialiste de la démocratie à la chinoise, et pour vous préciser d'où je parle, je vous propose de partir du diagnostic de la dégradation du débat démocratique posé depuis longtemps aux États-Unis. Je pense à Christopher Lasch, notamment, dans la révolte des élites en 1994, diagnostic généralisable à l'immense majorité des démocraties représentatives de l'Occident global. Ce que j'entends par Occident global, ce ne sont pas les peuples occidentaux, mais la caste ou la superclasse mondiale, pour parler comme Huntington, qui les dirige ou les domine, ou le complexe militaro-industriel, si vous voulez parler comme Conessa. Le diagnostic d'un problème de la représentation du peuple par ses élites, ce problème est assez largement reconnu et il est posé chez nous, même par les spécialistes les moins sulfureux ou les moins révolutionnaires. Je pense par exemple à Pierre Rosan-Vallon et à son analyse de la mal-représentation, pathologie de la démocratie, pour parler selon ces termes. Et à l'échelle internationale, au sein de l'ONU notamment, il y a longtemps que les pays en développement demandent aux démocraties avancées une gouvernance mondiale plus démocratique. Mais en vain, en vain. Et d'ailleurs, rares sont ceux qui n'ont entendu parler des appels du G77, qui tentent de relayer à l'ONU les appels de la conférence de Bandung des pays non alignés. Parce que, de toute façon, ces appels sont restés sans réponse. Dans les institutions internationales ou dans leur géopolitique, les pays avancés ont parlé de démocratie, certes, et ils ont voulu voir leur système électoral imité par les autres, mais les BRICS leur reprochent au final, en substance, leur pratique du double standard, du deux poids, deux mesures, spécialement depuis la Deuxième Guerre d'Irak. Pratique assez décomplexée, notamment en ce qui concerne les États-Unis, qui se sont passés à cette occasion, vous vous en souvenez, de l'aval, de l'approbation de l'ONU. Après l'échec du modèle soviétique, les démocraties représentatives sont à leur four entrées en crise, mises en question à différents niveaux, national et international, par d'autres formes de demandes démocratiques. Et la tentation est forte de ne pas les entendre, ces demandes, et de céder à ce que Montaigne appelait la présomption, c'est-à-dire la prétention de dominer en absolutisant son point de vue, en dénigrant ou en niant la légitimité des points de vue ou des intérêts différents. Alors, des penseurs chinois et indiens ont théorisé cette partialité, cette présomption et cette mauvaise foi des démocraties occidentales. Ils ont tenté de questionner l'incapacité des démocraties représentatives à entrer en dialogue avec les modèles politiques autonomes des pays émergents. Je pense par exemple au philosophe indien Amartya Sen, qui est néanmoins prix Nobel d'économie, dans l'idée de justice en 2010, et à sa fameuse parabole de la flûte d'Anna, Bob et Carla. On en reparlera si vous voulez en discussion. Parabole qui recycle dans un vocabulaire moderne la vieille parabole pédagogique indienne des 6 aveugles et de l'éléphant. Il y a dans ce multiperspectivisme une critique philosophique et métaphysique de l'universalisme à l'occidental, à l'américaine ou à la Wolfowitz. Critique qui doit produire des effets politiques concrets, et notamment une critique de l'hégémonisme, une critique de l'impérialisme des valeurs. C'est contre cet impérialisme, cet unanimisme, cet unilatéralisme que s'élèvent les critiques des BRICS,
des critiques que la Chine socialiste formule paradoxalement sous forme d'hommages répétés à la sagesse des traités de Westphalie. Xi Jinping dit en effet qu'il voit dans cette sagesse européenne, une source d'inspiration pour la gouvernance mondiale. Il le dit lui-même, une source d'inspiration pour la gouvernance mondiale qui serait par là plus démocratique parce qu'elle appelle à négocier et à coopérer plutôt qu'à menacer et à rivaliser militairement. Mais allons plus loin sur cette question de la démocratie chinoise. Il n'y a pas seulement une doctrine socialiste de la gouvernance démocratique mondiale, formulée, on pourra en reparler, sous le syntagme de Zhang Laimin Nembong Conti au chinois, c'est-à-dire communauté de destin pour l'humanité. Il y a aussi une doctrine socialiste de la démocratie en politique interne, dans son fonctionnement politique interne, comme le théorise Xi Jinping, notamment dans La gouvernance de la Chine. Vous voyez le tome 2, chapitre 8, page 357 et suivante. C'est important parce que ces discours ont valeur constitutionnelle en Chine. Insistons sur ce point parce que la recherche universitaire occidentale est indigente, pour le moins, sur l'analyse des caractéristiques de cette démocratie à la chinoise. En France, et même aux USA, on préfère ironiser à ce sujet. On préfère la dénoncer comme une démocrature, par exemple, voire comme un mensonge totalitaire. Les analyses sur le fond, comme chez l'économiste Rémi Herrera ou chez Tony Andreani, sont très rares et en général, elles sont cornérisées pour des raisons politiques ou idéologiques assez évidentes. Vous ne trouvez par exemple non plus aucune entrée et aucun article traitant de la démocratie socialiste, d'une démocratie à la chinoise, dans le dictionnaire qui fait pourtant référence, le dictionnaire de philosophie politique de Philippe Reynaud. Donc, l'affaire semble entendue. Et c'est dans ce contexte que les éditions Perspectives Libres publient ce texte que j'ai intitulé « Souveraineté à la chinoise », préfacé au passage par Jacques Cheminade, que je salue. Il fait suite, ce texte, à mon travail de thèse que j'ai soutenu en 2022 sous la direction d'Emmanuel Renaud et félicité par Hank Fischbach, mais qui devait rester confidentiel parce qu'au fond, nous nous en doutons, il est intempestif, il est inconvenant, il n'est pas dans l'air du temps. Or, philosopher, c'est douter. Donc, aller où les autres ne vont pas. Et je voudrais continuer ici de douter de ce refus de débattre du régime politique chinois. Non par sinophilie, mais par esprit scientifique, tout simplement. Parce que je crois que notre aveuglement collectif, volontaire pour certains, cet aveuglement collectif à l'égard des pays en développement, ne nous honore pas. Pour moi, il ne s'agit pas de reconnaître la Chine, mais comme le disait le général de Gaulle, il s'agit de reconnaître une évidence, le poids de cette évidence dont je parlais tout à l'heure. Notre refus de reconnaître les prétentions du régime chinois à être une démocratie d'un type spécifique, on va en parler, mais une démocratie type même, et la tentation d'absolutiser notre modèle libéral représentatif de la démocratie ne prouve pas, loin s'en faut, la supériorité de notre modèle. Il ne prouve que notre présomption, pour parler comme Montaigne, voire notre arrogance. Pourquoi rechignons-nous à décliner la démocratie au pluriel? N'y a-t-il qu'un seul modèle légitime, le modèle de la démocratie libérale ou représentative, qui consacrerait la fin de l'histoire, comme le répètent religieusement les élites mondialistes depuis la chute de l'URSS et les écrits de Fukuyama, 1992. Pas besoin d'être agrégé d'histoire pour savoir que depuis la Grèce de Périclès, le concept de démocratie se peut réaliser sous des formes variées, chacune ayant ses forces et ses faiblesses.
Mais je ne cesse d'être étonné que les personnels politiques et intellectuels des démocraties libérales appellent formellement les pays en développement à suivre leur voie et les dénoncent comme des dictatures ou des dictateurs sitôt qu'ils s'aventurent en dehors des chemins tracés par leurs grands frères occidentaux. Passons sur le mépris que les philosophes depuis Platon ont pour la démocratie en général. Au milieu de tant de philosophes démophobes, mais à part la période contemporaine depuis Dewey, Spinoza a notablement fait exception, mais lui-même définissait la démocratie comme un principe et non pas du tout comme une forme de gouvernement, et ne l'identifiait donc pas du tout à ce que nous appelons aujourd'hui le régime représentatif, contrairement à ce que nous faisons depuis le 19e siècle, dans une immense confusion des genres, puisque, comme Bernard Manin l'explique magistralement, je le cite, les démocraties modernes sont nées d'une forme de régime, à savoir le régime représentatif, que ses fondateurs opposaient à la démocratie. Je vous renvoie à ces principes de gouvernement représentatif. C'est à la première page. Contrairement à ce que les démocrates, à ce que les démocrates modernes croient, ils nous font semblant de croire, et en tout cas veulent nous faire croire, le système électoral ne caractérise pas substantiellement la démocratie. C'est historiquement un procédé aristocratique ou oligarchique. Et ce que nous appelons démocratie représentative est donc une forme possible, mais une forme mixte de démocratie. Non pas la plus pure, ni la plus vraie. Alors quand on a compris qu'il n'y a pas de consensus savant sur la forme de la vraie démocratie, on peut envisager, en la relativisant bien sûr, la légitimité du modèle chinois. Légitimité que De Gaulle a été le premier, mais l'un des seuls à reconnaître, quoique suivi de loin en loin peut-être par Raffarin et par Jacques Cheminade. Pourtant, le pluralisme des modèles démocratiques ne menace pas en soi l'Occident. Mais il est vrai qu'il menace l'hégémonisme occidental, ce qui est très différent. Et c'est suffisant pour mettre en panique notre oligarchie, identifiée à cette hégémonie culturelle. Or, le modèle démocratique chinois ne menace pas les valeurs occidentales, comme je tente de l'expliquer dans certains chapitres de cet ouvrage que je publie dans La souveraineté à la chinoise. Au contraire, ce que montrent les recherches bibliographiques que je partage dans cet ouvrage, concernant le personnel politique et intellectuel chinois, c'est que leur modèle politique actuel s'inspire d'une relecture et d'une assimilation, d'une sinisation de penseurs politiques occidentaux, comme Karl Marx bien sûr, mais pas que, et de penseurs politiques français, en l'occurrence Guizot notamment, Maritain et Baudin, tout particulièrement comme penseur de la souveraineté, fait type du monétarisme. Ce que refuse et critique la démocratie socialiste chinoise, c'est seulement l'universalisme hégémonique qui, des auteurs du Federalist Papers à Paul Wolfowitz, ont identifié la bonne politique avec la domination sans partage de cette oligarchie sur le monde. Domination qui devrait faire l'unanimité. Tout le problème est de savoir si on peut rouvrir ce débat sans supposer qu'il n'existe qu'une seule bonne réponse à la question du modèle politique légitime. Gallier disait que la démocratie fait partie des concepts essentiellement contestés. C'est-à-dire que c'est un concept intrinsèquement équivoque et controversé. Peut-on alors concéder qu'une discussion pluraliste sur la démocratie soit possible et souhaitable? Si oui,
alors la demande des démocraties, qui est aujourd'hui étouffée sous les accusations de populisme, redeviendra peut-être respirable. Mais sinon, eh bien, nous continuerons de marcher en somnambule vers la guerre. Ici, guerre régionale ou nationale, des élites se sont retournées contre leur peuple, et là, guerre mondiale, contre l'émergence de modèles démocratiques alternatifs, c'est-à-dire contre les pays en développement. Ce long préambule montre d'où je parle, c'est-à-dire sur la base de quel axiome initial je tente de construire un propos. Et en résumé, je suppose que dans son concept, la démocratie implique non pas adhésion nécessaire au mécanisme électoral de la représentation politique, mais un effort pour tenir dans l'unité des débats rationnels une pluralité dialectique de points de vue, unité des contraires sans consensus nécessaire, une unité donc, mais sans unanimité. C'est cet effort que je tiens avec Spinoza pour l'axiome de la démocratie qui se décline chez lui dans le concept d'une liberté d'expression, vous voyez dans le traité théologico-politique, et qui implique ce que j'appelais plus haut un multiperspective ici, une multiplicité symphonique de points de vue éventuellement discordants, mais qui se considèrent mutuellement comme légitimes. Et de ce point de vue, c'est le régime représentatif qui devient alors suspect. Et le soupçon porte sur l'essentiel, à savoir la représentation politique, c'est-à-dire la délégation d'une souveraineté à des élites censées représenter le peuple. Il y a problème. Il y a problème parce que cette délégation tend mécaniquement vers la confiscation de la délibération et de la décision légitime. Et Rousseau nous avait prévenu, Contrat social, chapitre 3, paragraphe 15. Vous autres peuples modernes, vous qui élisez des représentants, vous n'avez plus d'esclaves, mais vous l'êtes, dit Rousseau. En substance, les peuples sont libres, ils sont souverains, ils peuvent choisir de l'être, mais ils cessent de l'être, sitôt qu'ils ont délégué leur pouvoir législatif. Rousseau voulait que les peuples aient des commissaires, mais hélas, ils ont des représentants, et ils sont donc aliénés. Par l'autorité qu'elle s'est arrogée au moyen du régime représentatif, l'oligarchie de la superclasse mondiale, du complexe militaro-intellectuel, a érigé ses intérêts particuliers en normes de l'intérêt général. Et c'est le mandat représentatif ou libre qui l'immunise de la contestation et de l'obligation de satisfaire les besoins du peuple. En France, l'article 27 de la Constitution interdit d'ailleurs explicitement tout mandat impératif. Et le député ne représente que la nation. L'intérêt de la nation ne se confond pas du tout avec l'intérêt du peuple. Et en tout cas, ne se confond pas absolument avec lui. Et rien n'interdit donc plus que cet intérêt ne se confonde alors avec celui de l'oligarchie. Et la théorie des stakeholders, des parties prenantes, chez Schwab, assume totalement cette privatisation de la démocratie sous prétexte, bien sûr, de la rendre plus efficace. Cette confiscation se fait de façon presque indolore par le mécanisme électoral de la démocratie du marché, où, comme l'avait crûment conclu Schumpeter, le citoyen lambda, qui est réduit à choisir son candidat sur le marché de l'offre politique, régresse, je le cite, régresse à un niveau inférieur de rendement mental. Ce processus d'appétissement confirme toujours plus sûrement le présupposé de la doctrine initiale du régime représentatif, à savoir que le peuple est incompétent et que s'il est incompétent, il doit être soigneusement tenu à l'écart de la délibération et de l'action politique. Et c'est cet affaissement de la démocratie qui justifie sa confiscation donc, et son détournement en tout bien, tout honneur, au profit d'une oligarchie
qui finance et donc choisit les candidats, les termes de la concurrence électorale, sans s'y dévoiler directement ou sans y dévoiler directement ses intérêts. Cette privatisation de la démocratie, privatisation des bénéfices, mais mutualisation des qui ou des risques, et qu'on pas non plus exagérer, permet de maintenir formellement la démocratie, mais c'est une démocratie cosmétique et au fond insincère, subvertie en réalité par ceux qui créent la monnaie, les grands banquiers, créanciers. Car pour reprendre les propos de Georges Boris, si l'État ne contrôle pas la monnaie, c'est la monnaie qui contrôle l'État. Les démocraties représentatives ne satisfont plus les intérêts fondamentaux des populations depuis la fin des Trente Glorieuses, c'est-à-dire depuis la fin du primat de l'économie physique sur l'économie financière spéculative. Espérance de vie en bonne santé, PIB par habitant, taux d'alphabétisation, niveau d'éducation, mortalité infantile, tous ces indicateurs se sont mis progressivement à régresser, tandis que les indices boursiers ont continué de monter, non sans tout sauter ici ou là, mais ils ont monté. Et c'est ce découplage voulu de l'économie physique et de l'économie spéculative qui prouve fondamentalement l'insincérité des démocraties représentatives. Dans ces conditions dégradées, le défi est de maintenir l'illusion d'une démocratie sous nos latitudes. Comment imposer au peuple mécontent des décisions qui leur sont nuisibles et des choix politiques, ils ont parfois même très officiellement récusés par référendum? Pas besoin d'approfondir. La réponse tactique de l'oligarchie à cette question, vous l'avez bien compris, c'est le chaos informationnel. C'est la désinformation de masse, c'est le gouvernement par la peur, le saccage délibéré de tout dirigisme souverain qui aurait pu permettre de satisfaire ses intérêts, comme ça avait été par exemple le cas sous De Gaulle, et dans des conditions historiques particulièrement difficiles. Mais on a fait un autre choix, un imaginaire de la guerre qui déplace le moteur des actions humaines de la raison vers l'émotion, sert aujourd'hui de stratégie de diversion. Et c'est à cette fin qu'on peut brandir l'épouvantail des invasions chinoises ou des génocides chinois. Et là, j'en viens à notre sujet, mais il fallait préciser le contexte. Recyclant la vieille propagande du péril jeune des années 1900, qui n'était lui-même qu'une mise à jour du bionique et du despotisme oriental, construit par Montesquieu, construit de toutes pièces par Montesquieu, qui n'a évidemment jamais mis les pieds en Chine, contre la vision politique des jésuites, avec laquelle il était, en mauvais termes, au cœur de la fameuse querelle des rites à la fin du XVIIe siècle. Je parlais de ça dans Xi Jinping entre Marx et Confucius. Je vous y renvoie, on en reparlera éventuellement. Aujourd'hui, cet imaginaire angoissant, mais rehaussé du nom de Montesquieu, nourrit par exemple, il ferait d'ici les cours d'Anne Cheng au Collège de France. La manipulation de l'opinion occidentale poussée à l'indignation contre un adversaire imaginaire afin de détourner habilement les regards de nos propres députés, cette stratégie n'est pas nouvelle. Montaigne analysait cette stratégie dans ses essais, notamment, souvenez-vous, quand il montrait comment les chrétiens des deux bords, catholiques et protestants, s'en racontaient sur ces fameux cannibales d'Amérique, qualifiés de barbares pour éviter d'avoir à s'interroger eux-mêmes sur leur propre barbarie. C'est du moins l'analyse de Montaigne dans ce texte des cannibales. Je reviens sur cette entreprise de diabolisation de la Chine dans un article à paraître dans la revue Les Perspectives du Libre qui s'intitule « Les 5 poisons chinois de l'Occident ». 5 poisons, pour les connaître, c'est Taïwan, Hong Kong, le Tibet, le Xinjiang et l'affaire Falun Gong. J'y reviens sur tous ces faits dont l'oubli ou la manipulation, osons le mot, est utile à la fabrique d'une image hostile de la Chine socialiste, rappelant que
l'histoire, il faut le rappeler, l'histoire est toujours une construction politique du passé. Et ce qui se reflète dans cette image de la Chine, ce sont plutôt les appétits belliqueux de cet Occident global. Alors que la doctrine Xi du rêve chinois, si vous écoutez Xi Jinping, cette doctrine théorise de son côté une mondialisation des accords gagnant-gagnant, une communauté de destin pour l'humanité, je le disais tout à l'heure, sur la base d'un concept de mondialité, Tianxia, et discute les conditions de relations internationales où la coexistence précède l'existence. On renvoie par exemple au très beau texte traduit en français de Zhao Tignan qui s'appelle Tianxia, tous sous un même ciel. Donc vous voyez que de part et d'autre, en Occident et en Chine, le ton et les thèmes du discours politique sont très différents. Bon, je suppose que vous êtes intelligent et chacun jugera de la différence des champs lexicaux de ces vocabulaires politiques, occidental d'un côté et chinois de l'autre. Mais si nous voulons élever le niveau du dialogue politique, il faut renoncer à juger pour s'attacher à comprendre. Comme le recommandait Montaigne, je viens de citer, ou Spinoza, dont j'ai épousé la méthode du traité politique. Spinoza qui demandait de ne pas railler ni pleurer, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, ne pas railler, ne pas pleurer, encore moins détester, mais comprendre, s'efforcer de comprendre. Ici, cela signifie comprendre la Chine et la comprendre comme un interlocuteur, et même comme un interlocuteur incontournable, non parce qu'elle nous menacerait, parce qu'elle menacerait de nous envahir, mais parce que son rôle de premier plan est, comme le disait le général, une évidence. Cela ne signifie absolument pas, disons-le tout de suite, que son modèle doit être imité. D'ailleurs, Xi Jinping lui-même nous en dissuade et il compare lui-même le modèle chinois à ce mandariné dont les annales des printemps et automnes de Yangtze disent ceci: 居身惠难自为局，生于会被自为止. Ce qui veut dire, la mandarine qui pousse au sud du fleuve Huai est bien une mandarine douce et sucrée, mais celle qui pousse au nord est une variété amère et acide. On pourra rediscuter de la traduction de Ju et de Zhi. La mandarine douce et sucrée, la mandarine acide et amère. Enfin, le principe de la mandarine qui est ici formulé signifie que vaut pour renoncement à tout prosélytisme, à toute prétention impérialisme. Et il vaut même pour mise en garde contre toute imitation, contre toute tentation d'imiter la Chine. Il ne s'agit pas de cela. Alors, je voudrais essayer, dans la deuxième partie du temps qui me reste, de décrire ce modèle de la démocratie socialiste à la chinoise, le décrire au moins à grands traits en allant à l'essentiel. Comment le définir? La démocratie socialiste chinoise, elle est née en 1949 et rappelons qu'elle met fin à un siècle d'humiliation, commencé en 1842 avec les traités inégaux des guerres de l'opium. On parlait déjà toutefois un peu avant de démocratie, en chinois Minzhu, depuis l'instauration de la République de Sun Yat-sen en 1912 et depuis le mouvement du 4 mai 1919 dont le slogan était déjà « Science et démocratie ». Zhu Wei, d'ailleurs le penseur de la démocratie, notre penseur de la démocratie, a séjourné en Chine entre 1919 et 1921. Il y a fait un certain nombre de conférences sur ce sujet. Par ailleurs, fonder le Parti communiste en 1921 à Shanghai, c'était aussi prendre acte de la révolution qui avait eu lieu en 1917 dans le pays voisin.
le léninisme était la forme du marxisme et puis convenait à ces temps d'impérialisme. Le parti s'efforçant de conduire le peuple vers une liberté comprise collectivement comme révolution contre les superstructures de l'État bourgeois. Et c'est la raison pour laquelle la constitution chinoise stipulera que, je cite l'article 2, tout le pouvoir appartient au peuple. Mais le peuple en Chine n'est pas sondé par voie électorale. Il est sondé sur le mode de la consultation, xieshang en chinois, selon un principe formulé par Mao. L'organe institutionnel de cette consultation, c'est la CCPPC, la Conférence consultative politique du peuple chinois. C'est l'outil de sondage des besoins fondamentaux du peuple. Tandis que l'Assemblée populaire nationale, vous le savez, vote les lois et que le parti dirige l'État. L'exigence d'une connexion intime avec le peuple interdit au parti de constituer une caste à part. Le PCC n'est que l'avant-garde qui, pour reprendre l'expression de Mao, doit guider le peuple un pas devant, mais pas plus d'un pas. Ce qui signifie qu'il ne doit pas constituer une caste qui n'aurait ses habitudes et ses goûts à part. Ce principe, c'est celui de la ligne de masse, Junzhongluxian au chinois, qui est directement opposé au principe de distinction que discute Bernard Manin dans le texte que je citais tout à l'heure, principe de distinction qui caractérise les élites dans les régimes représentatifs. L'importance de ce principe des lignes de masse définies par Mao est toujours soulignée par Xi Jinping comme une condition de l'unité de la nation. Elle repose sur un idéal de liberté collective, idéal imprégné du passé douloureux du siècle d'humiliation et qui se focalise non sur les libertés individuelles, les libertés fondamentales comme chez nous, comme dans les régimes représentatifs, mais sur la possibilité effective de satisfaire les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple. Les intérêts fondamentaux de la grande majorité du peuple. Là encore, permettez-moi, si vous voulez, d'utiliser Spinoza pour tenter un raccourci utile à faire comprendre le modèle démocratique chinois et tenter de surmonter un petit peu l'exotisme de mon propos. Dans son traité politique, Spinoza définit la démocratie comme un principe, non comme une forme de gouvernement, mais comme un principe. Principe, il associe au droit ou à la puissance. Et il écrit « Tout peuple a autant de droits qu'il a de puissance. » Et si, parmi les trois types de gouvernement possibles, monarchique, aristocratique et démocratique, Spinoza donne sa préférence au dernier, c'est parce que, en tant que penseur de la puissance, comprise comme force d'exister, il pense que le collectif le plus nombreux, c'est-à-dire celui du peuple tout entier, est celui qui jouit mathématiquement du plus de puissance, qui a naturellement le plus de droits à satisfaire ses aspirations, à condition toutefois d'agir de concert sur un mode pro-contributif. Plus d'individus additionnent ensemble et coordonnent leur puissance, plus ils ont de puissance collective, ce que dit Spinoza en 2.13 du traité politique. Pensons en termes de sport d'équipe, si vous voulez, par opposition au sport individuel. Condition indispensable, la coordination, l'unité. Il faut donc bien comprendre que la puissance collective diminue quand les forces individuelles s'éparpillent vers des objectifs dispersés. Pour le dire autrement, la démographie pourrait être un facteur avantageux, un facteur arithmétique avantageux, mais transformer la force du nombre en puissance dépend de la capacité d'une autorité démocratique à unifier des forces cumulables autour d'un projet commun. Comme dans une équipe de foot, l'unité dépend du capitaine et de l'entraîneur, qui sont capables de faire des 11 joueurs d'une équipe
une équipe unie, capable d'aller ensemble à la victoire. D'où l'importance du parti et la doctrine tout à fait assumée d'une autorité absolument indispensable, commune aux Chinois comme à Spinoza, si vous avez bien lu le traité politique. Sur ce point essentiel, Spinoza n'a pas imaginé une forme de gouvernement démocratique de plus, mais il s'est efforcé d'en saisir le principe efficace, comme nous semble l'avoir repéré Marx, quand, avec Marx avait lu Spinoza, il a été dans sa jeunesse lecteur de Spinoza, et il définit après, dans ses commentaires sur Spinoza, il définit la démocratie comme, je le cite, l'énigme résolue de toutes les constitutions. Alors, ce régime a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. Et le risque principal, je voudrais en parler maintenant, le risque principal de la démocratie socialiste, c'est celui de la corruption du parti. Le parti ou ses membres peuvent toujours détourner l'intérêt général vers des fins particulières et se servir de lui, au lieu de servir le peuple. Et tel est bien le piège dans lequel les Chinois pensent que sont effectivement tombés les dirigeants de l'URSS, par manque de vertu. On peut attribuer deux types de causes à la corruption de la bonne politique. On peut considérer qu'elle est d'abord due à la faiblesse morale d'individus particuliers, c'est-à-dire à leur vice. La cause du mal qui menace le régime socialiste est essentiellement à chercher dans le problème moral, donc de la tentation, de l'avidité. Et ça, Xi Jinping le répète très souvent. C'est la raison politique profonde d'un renouveau confucéen voulu en Chine par Xi Jinping pour moraliser le parti, puisque désormais on enseigne le classique confucéen de la grande étude, et notamment Daxue. Le Daxue, on l'enseigne à l'école des cadres d'une partie. Moraline et langue de bois s'écrieront sans doute les défenseurs d'un confucianisme scripturaire savant, mais Dong Zhongshu sous les Han ou Zhu Xi lors de la Renaissance des Song avait-il fait autre chose qu'interpréter aussi Confucius pour l'ajuster aux nécessités morales et politiques de leur temps? Xi Jinping ne fait pas autre chose. Il y a aussi, il disait, il y a deux causes, donc il y a une cause secondaire de la corruption et qui joue comme un facteur qui n'amplifie, c'est le caractère unitaire du régime socialiste chinois. Il n'y a pas de séparation des pouvoirs en Chine qui puisse ralentir dans une certaine mesure les progrès de la corruption, comme dans les républiques, inspirées de ce principe pensé par Montesquieu, le principe de la séparation des pouvoirs. En régime socialiste, tous les pouvoirs sont liés, tous, y compris ceux de la justice ou de la presse. Cette assignation stricte de tous les pouvoirs législatifs, exécutifs, judiciaires et même médiatiques à une autorité qui montre le cap évite à la démocratie socialiste de gaspiller son énergie, de s'enliser dans les débats de la classe discutante, pour parler comme Carl Schmitt. Et c'est ce qui a permis à la République populaire chinoise de réaliser son miracle économique en temps record, sans doute. Mais c'est aussi par cette autorité que la société risque d'être cannibalisée. Et là le problème, comme c'est arrivé en Union soviétique, ce risque n'aurait plus de frein dans un régime autoritaire si sa tête, si son sommet venait à se corrompre. C'est le danger suprême. Le risque de voir le rêve chinois tourner au cauchemar et le miracle tourner en enfer totalitaire. Effectivement, ce risque existe. Dans ce modèle, c'est l'unité qui donne à l'autorité du parti sur le peuple et la force de faire rempart aux forces atomisantes de la dictature bourgeoise. Mais c'est aussi, elle, cette unité, qui risque de donner à la corruption les moyens de produire des effets systémiques bien plus ravageurs que dans les régimes représentatifs, qui peuvent se corrompre aussi, mais se corrompent plus mollement, se corrompent en moulag plutôt qu'en goulag, si vous me permettez l'expression. Ce moulag dont nous avons aujourd'hui un avant-goût.
pour maintenir un haut niveau de vertu, je voudrais en finir sur ce point, et lutter contre la corruption, contre l'embourgeoisement, il est nécessaire d'entretenir la révolution. Et la révolution, comme chacun le sait, n'est pas un dîner de gala. Or, la société chinoise ne peut pas être maintenue sans dommage sous la pression d'une révolution permanente, comme ce fut déjà le cas pendant la trop longue révolution culturelle qui a commencé en 1966, mais qu'on peut dire avoir duré au moins jusqu'en 1978. Donc c'est le parti communiste qui doit se soumettre lui-même à la discipline de faire de l'auto-révolution, 自我革命 en chinois, l'auto-révolution. Et 3 moyens simultanés servent cet objectif. Un moyen traditionnel d'inspiration confucéenne, on en a déjà un petit peu parlé, c'est la morale. Un moyen moderne d'inspiration libérale, l'état de droit à la chinoise. Et enfin, un moyen extraordinaire d'inspiration légiste, au sens du légisme de Renfeczius. Ce moyen, ce sont les procédures extralégales. L'exhortation morale, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est le moyen commun. Et c'est le sens, je le disais, du retour au confucianisme et au classique confucéen, à la grande étude de Confucius notamment. Il y a bien un besoin de spiritualité diffus dans la population chinoise, comme l'avait analysé le sociologue Kang Xiaoguan, mais l'intérêt du parti, c'est son propre rayonnement collectif, c'est sa puissance qui repose sur l'ascèse ou la culture morale personnelle et sa règle d'or de la morale universelle, n'était pas à autrui ce que il ne voudrait pas compter, parce qu'on trouve dans les entretiens de Confucius et que discute aussi Xi Jinping. Bref, la culture morale, Xiushen, la culture morale, fonde la pratique politique dans les écoles des cadres du parti en refaçonnant d'abord les membres individuellement, de l'intérieur. Mais comme rien ne garantit jamais que cette discipline intérieure suffise, il faut développer un état de droit pour la garantir en quelque sorte de l'extérieur, au moyen de lois et des sanctions associées. L'état de droit, vous venez sans doute le renvoyer chez les juristes français contemporains qui l'ont fondé, chez Duguy et chez Oriou, à toutes les dispositions qui devaient empêcher l'État de dégénérer en régime totalitaire et de broyer ses citoyens, comme avait pu le faire un absolutisme dégénéré ou les totalitarismes contemporains. Mais tandis que dans notre état de droit, il s'agissait de garantir les libertés individuelles contre les empiétements de la puissance publique, la stratégie globale de l'état de droit à la chinoise consiste à intensifier le contrôle du parti sur lui-même contre ses propres risques de dérive bourgeoise. Et c'est à cette fin que sert le redoutable comité central pour l'inspection disciplinaire du parti, dirigé désormais par Li Xi, le numéro 7 du parti depuis 2023. Avant, c'était Zhao Leji. Cette précision est pour moi l'occasion de redéfinir ici le sens de la dictature démocratique populaire. Car oui, la Chine est une dictature et elle le revendique. Et si elle revendique ce terme, si ce terme est revendiqué par la Constitution, il est dans la Constitution, article 1 de la Constitution, c'est qu'elle n'est pas une dictature du parti contre le peuple, mais une dictature exercée par le parti au nom du peuple sur tous les éléments bourgeois de la société qui contredisent l'intérêt collectif, y compris sur ceux des membres du parti qui dévient de la logique. Comme on l'a dit, le risque de contamination systémique oblige le parti qui dirige l'État à être sévère dans ses mesures d'auto-révolution. Il est en état de purge interne permanent. Le PCC se sait au pied du mur et l'alternative est radicale.
ou bien la réalisation du rêve chinois, ou bien un nouvel effondrement, un scénario à la Gorbatchev, à la russe. La politique du pire n'est évidemment pas une option. Il faut donc assumer les conséquences de l'axiomatite socialiste. Si c'est la même autorité qui tient d'un côté la bourgeoisie en rescay et qui de l'autre risque pourtant de se corrompre elle-même, il faut admettre cette conséquence. La commission disciplinaire du parti doit veiller sans concession à l'exemplarité de ses membres. Or, les membres du parti bénéficient de positions et d'informations qui leur permettent évidemment de détourner ou de contourner le droit. Pour être efficace, il faut donc que l'état de droit à la chinoise prévoit, aux frontières du droit, tout un tas de mesures qui sont résumées sous mes termes de procédures extralégales, shuanghui en chinois. Ces procédures font évidemment les choux gras des journalistes occidentaux qui crient aux violations de libertés fondamentales. Je vous renvoie à ce sujet au documentaire Arte sur le milliardaire Bo Wangwei. Vous passerez un bon moment. Elle concerne aussi ces procédures extra-légales des personnalités exubérantes du spectacle. Je pense à Fan Bingbing, qui en a fait les frais, ou des responsables du parti, ou même certains riches hommes d'affaires. Jack Ma a fait l'objet d'une procédure extra-légale. Lei Xiaomi, Fu Zhenghua, Liu Zheju ne sont que quelques noms de personnalités politiques du plus haut rang jugées pour corruption qui n'ont pas été épargnées d'une condamnation à mort. On notera la célérité des verdicts qui n'ont pas toujours été commués en prison à perpétuité. Je veux dire que Lei Xiaoming a été effectivement exécuté, comme certains le savent peut-être, en janvier 2021. Human Rights Watch dénonce les procédures extralégales comme un moyen déguisé de règlement de compte au service des hommes forts du parti. Et c'est peut-être parfois le cas. Mais la réalité est que, compte tenu de l'extrême confidentialité des débats internes du monde politique chinois, les fuites étant extrêmement rares, toutes les hypothèses à ce sujet sont sujettes à caution. En tout cas, le nombre et l'intensité des sanctions plaident en faveur d'un mécanisme de contrôle interne pour le moins actif. Il est apporté au crédit de l'argumentaire d'une auto-révolution, puisqu'il sanctionne même des ministres. Ma conclusion générale, c'est que j'espère vous avoir montré que le modèle politique chinois est trop différent du nôtre pour préconiser de l'unité. Il est cependant suffisamment fonctionnel pour constituer un exemple à méditer. Il mérite au moins d'être médité. Être pro-chinois n'a tout simplement aucun sens, à mon avis, mais dénigrer ou nier les évidences, pour reprendre encore la formule du général de Gaulle, nier les évidences n'est pas très intelligent non plus. Le général de Gaulle, que nul ne croit être un communiste déguisé, avait compris qu'il fallait dépasser les présomptions, la tentation d'absolutiser son point de vue. Il avait compris que ce n'est pas en jugeant les autres, mais en s'efforçant de les comprendre, qu'on se donne les meilleures chances de construire avec eux des accords profitables. Peut-être que cette attitude peut même constituer une définition de la maturité démocratique. Maturité, on y fait peut-être aujourd'hui précisément dépôt. Tant que vous manichéisez le monde, tant que vous absolutisez votre point de vue, que vous êtes le bien et que l'autre est donc le mal, vous allez vous parler de paix, vous voulez la guerre. Parce que le mal est par définition ce qu'on souhaite voir disparaître, donc faire disparaître, ce qu'on doit abolir. D'où le sens de l'exercice de perspectivisme que je vous ai proposé ce soir et qui n'invite ni au renoncement à soi, à être nous-mêmes, ni à la soumission à l'autre. Un exercice d'intelligence, autant que nous en soyons, nous, capables, au sens étymologique du terme, l'intelligence consistant à lier ensemble, à relier, à faire du lien. Et la politique gaullienne a montré qu'il est possible de sortir
des logiques de clivage et de guerre froide, des rapports de pouvoir, des calculs d'intérêts unilatéraux qui nous enfermeraient dans des équilibres de Nash. Elle a montré, cette politique hugoïenne, qu'on pouvait être intelligent sans niaiserie, sans naïveté et sans se sacrifier. Et quand le président Xi, reprenant le vocabulaire de la théorie des jeux, dit que la Chine socialiste ne joue pas un jeu à somme nulle, il reformule cette idée claire, qui peut servir de principe pour une gestion plus démocratique des relations internationales. L'intérêt particulier bien compris n'est pas exclusif d'une satisfaction des intérêts d'autrui. Donc, ni altruisme, ni égoïsme. L'inclusivisme, si vous me permettez d'employer ce terme, c'est l'attitude qui consiste à soutenir que nous satisfaisons bien mieux nos intérêts quand nous parvenons à construire des rapports de coopération qui permettent aux autres de satisfaire aussi les leurs. Et c'est en cela qu'on peut opposer les rapports de puissance aux rapports de pouvoir. Rapport de puissance d'un côté, c'est-à-dire rapport synergique, productif, créatif, fécond, en ce qui me permettent de satisfaire les besoins fondamentaux des deux parties, contre des rapports de pouvoir de l'autre, c'est-à-dire des rapports d'antagonisme, destructeurs, et toujours épuisants, parce qu'on y dépense toute son énergie à lutter pour éliminer ce qu'on imagine être un obstacle à la réalisation ou à la satisfaction de nos besoins. Pour ceux qui connaissent la théorie des jeux, vous l'avez compris, le choix de la puissance démocratique, c'est la revanche de l'optimum de Pareto sur les équilibres de Nash. Et telle est en tout cas la question que la politique chinoise nous pose à nouveau, ou bien l'intérêt collectif bien compris, ou bien la guerre. J'hésite. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.